entendez? Ah, ça va, trop. Donc, je vais commencer, je crois. Oui, madame, vous pouvez commencer. On s'est arrêté la dernière fois dans la méthode. Oui, on a commencé à enregistrer. C'est Ramzi qui va le faire. Madame, on vous entend pas très bien. Oui, madame, on vous entend pas très bien. Oui, ne vous entend pas très bien. Oui. Ok, je vais voir. Madame, on va faire de la rediffusion. Pardon? On peut attendre jusqu'à l'activation de la rediffusion pour les autres élèves. J'attends Étudiants. Non, pas encore. Il n'y a pas Il y a encore. la rediffusion déjà en cours, mais il n'y aura pas de live. J'attends. Mais Pas de live. Non, pas de live. D'accord. Est-ce que je peux commencer? Madame, on vous entend très mal, mais vous pouvez commencer. Oh là, très mal. Oui, mais c'est pas audible. C'est peut-être à cause de votre micro. Vous pouvez approcher le micro. On est mieux là? Oui. Oui, c'est mieux, c'est Très beaucoup bien. mieux. Donc, je vais faire Est-ce que vous voyez moi? Non, on vous entend plus, madame. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui? La connexion, normalement, chez moi, elle est bonne. On voit bien votre partage. Vous voyez le partage. Est-ce que Oui. vous m'entendez? Oui. madame. Ça va. Très bien. Donc, on s'est arrêté la dernière fois dans la mitose. On a vu quelques généralités. On s'est arrêté dans les différentes étapes. Donc, la première étape de la mitose, comme vous le savez tous, j'espère, donc, c'est la prophase. Et donc, dans cette prophase, on distingue, donc, la première des choses, c'est la formation du faisceau mitotique. Et c'est la formation du faisceau mitotique et la condensation des chromosomes. D'accord, la chromatine qui était au départ au cours de l'interphase. Vous voyez la souris, la flèche? Est-ce que vous voyez la flèche? Oui, madame. Oui. Donc, au cours de l'interphase, la chromatine, donc, elle était fine, diffuse. Et pendant la prophase, elle commence à se condenser pour former des chromosomes. D'accord? Le chromosome, ce n'est rien que de la chromatine, mais au sein de laquelle donc, on aura une condensation et donc le raccourcissement des chromosomes. Au cours de la mitose, on assiste à un début de fragmentation de l'enveloppe nucléaire, donc l'enveloppe nucléaire qui entoure le noyau. On assistera à un début de fragmentation. La rupture totale de l'enveloppe nucléaire se déroule au cours de la prométaphase. Une autre caractéristique pendant la prophase, c'est la disparition des nucléoles. Donc pendant l'interphase, on a la présence, on voit le nucléole, mais pendant la prophase, le nucléole disparaît. C'est normal puisque le nucléole n'est rien que des régions précises de chromosomes. Donc quand le noyau est en interphase, donc on va avoir un nucléole qui apparaît, mais quand les chromosomes se condensent et se répartissent dans la cellule, donc on n'aura plus l'aspect de ce nucléole-là. D'accord? Donc, je vais parler un peu donc de ce fuseau mitotique. Au fait, ce fuseau mitotique, il est formé de fibres, de protéines qui rayonnent à partir des pôles de la cellule. D'accord? Ces protéines, ce sont des microtubules formés de tubulines alpha et de tubulines bêta et de protéines associées aux microtubules. Ce sont les MAP. Ce sont des protéines associées aux microtubules. Et dans les cellules animales, donc ce fuseau est organisé autour de structures qu'on appelle les centrosomes. Donc on aura 2 centrosomes qui ont été répliqués
pendant. Quand est-ce que les centrosomes se répliquent? Vous voyez là? Pendant la des G2. centrosomes. Pendant Dans la G2. la phase S et la phase G2. Très bien. Donc, elles se réalisent pendant ces deux phases-là. Mais en fait, c'est quoi ce centrosome? Vous allez le voir dans le cours de biologie cellulaire, mais brièvement, c'est une petite structure qui est formée de deux centrioles perpendiculaires l'un à l'autre dans le plan et dans l'espace. Donc, vous les voyez en vert ici. Et qui est entouré par un matériel qu'on appelle un matériel péricentriolaire. Donc, c'est si simple. Le centrosome, c'est l'ensemble centriole, les deux centrioles, et du matériel péricentriolaire. Et chaque centriole est formé de 9 groupes de 3 tubules, de triplés de tubules. Et ces centrosomes, ils vont former ce qu'on appelle des astères. D'accord? C'est quoi les astères? C'est l'ensemble centrosome associé aux microtubules. D'accord? Et ces microtubules, donc, ils sont polarisés. Ils ont une extrémité négative qui est du côté du centrosome et une extrémité positive de l'autre côté, à distance du centrosome. Et c'est l'extrémité positive qui est en état d'instabilité dynamique. Ça veut dire que c'est là où va se faire les différentes polymérisations, ça veut dire le rajout de molécules de tubulines, et de dépolymérisation, ça veut dire la soustraction de ces tubulines. Donc, pendant l'interphase, les centrosomes, comme vous l'avez bien dit, se dédoublent, et précisément pendant la phase S et le début de la phase, donc ça se termine pendant la phase G2. À la prophase, les deux centrosomes s'éloignent l'un de l'autre, d'accord? Et donc, au cours de cet éloignement, vous voyez en bas à gauche, au cours de cet éloignement, le fuseau va s'organiser. Donc, il y aura la formation d'un fuseau. On appelle ce fuseau-là le fuseau de ou le fuseau mytotique. Madame, on vous entend plus. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Non, je pense que vous avez la main sur votre micro. Madame, votre micro est très... Approchez le micro, s'il vous plaît, madame. Pardon? Vous pouvez approcher le micro. C'est pas, le son ne coupe pas, mais vous m'entendez mal. Ça ne coupe pas. Je pense que c'est le problème au niveau du micro. Vous éloignez le micro de votre bouche, donc vous... D'accord, je m'approche. Est-ce que vous m'entendez mieux? Maintenant, c'est parfait. Très bien. Donc, je disais, au fur et à mesure que les deux centrosomes s'éloignent l'un de l'autre, on aura donc la formation de fuseaux qu'on appelle le fuseau mitotique ou bien le fuseau de division. D'accord? Donc, ça, c'est ce qui concerne le fuseau mitotique. Il y a donc l'autre phénomène qui caractérise cette prophase, c'est la condensation des chromosomes. Et cette condensation, elle est liée à la phosphorylation des histones H1, qui est donc parmi les 5 types d'histones qu'on retrouve parmi les protéines associées à la molécule d'ADN. Donc, cette protéine, une fois phosphorylée, il y aura une condensation des chromosomes, le raccourcissement et le rétrécissement, ainsi que la disparition du nucléole. Et cette phosphorylation des histones, elle est due à l'activation du facteur. Elle est activée par le facteur MPF. Donc, vous vous rappelez de ce qu'est le facteur MPF? C'est quoi le facteur MPF? On l'a vu dans le cycle cellulaire longuement. C'est quel complexe? C'est le complexe CDK4 cycline B, vous vous rappelez? Et c'est le facteur d'entrée en mitose. On l'appelle le facteur promoteur de la mitose. MPF, Mitosis Promoting Factor. Vous m'entendez? Oui, madame, on vous entend. D'accord. Oui, madame, on peut vous entendre. D'accord. Donc ça, c'est le chef d'orchestre de l'entrée en mitose. Donc, il va avoir des rôles importants dans cette mitose. Donc, déjà là, vous remarquez qu'il va phosphoryler,
les histones. Les histones qui sont des protéines associées à la molécule d'ADN. Donc, il aura un rôle important dans la condensation de la chromatine, ainsi donc la formation de chromosomes et le raccourcissement et le rétrécissement. Donc, je passe à la deuxième phase qui vient donc après la prophase, c'est la prométaphase. La caractéristique, c'est qu'on assistera donc à cette phase à une rupture brutale de l'enveloppe nucléaire. Et lorsqu'il y a la rupture, cette enveloppe, qu'est-ce qu'elle va devenir? Elle va devenir des vésicules, on leur appellera des vésicules de l'enveloppe nucléaire. Ça va être sous forme, il sera rompu sous forme de vésicules. Et ces vésicules-là, ils vont intégrer le réseau de réticulum endoplasmique. D'accord, le réseau de réticulum endoplasmique qui est donc, Madame, on vous entend plus. les vésicules de l'enveloppe nucléaire. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. Les vésicules de l'enveloppe nucléaire, c'est quoi ces vésicules? Ce sont en fait la membrane, l'enveloppe nucléaire, lorsqu'elle est rompue, elle va devenir sous forme de vésicule. Elle sera plus sous forme de sacule autour du noyau. Et ces vésicules-là, ils vont intégrer le réticulum endoplasmique. D'accord? Vous avez étudié les réticulums endoplasmiques dans la biologie cellulaire? Pas encore, madame. Pas encore. Donc, c'est un système membranaire qui, comme la membrane plasmique, l'appareil de Golgi, donc c'est un système qui est formé d'une membrane tripartite, deux feuillets denses et un feuillet clair. Donc ça, c'est l'enveloppe nucléaire. Elle est formée de deux membranes. C'est pour ça qu'on ne parle pas de membrane nucléaire, mais on parle d'enveloppe nucléaire parce qu'elle est formée de deux membranes tripartites. Et lorsque cette membrane est rompue, elle sera sous forme de vésicules qui intégreront donc le réticulum endoplasmique. Et comment se fait cette rupture de l'enveloppe nucléaire? Elle se fait grâce à la phosphorylation des lamines nucléaires. Eh ben, c'est quoi ces lamines nucléaires? Ce sont des protéines qui se trouvent sur la face interne de l'enveloppe nucléaire. Et donc, lorsque ces lamines seront phosphorylées, l'enveloppe nucléaire sera rompue. D'accord? Et pourquoi on a besoin de la rupture de cette enveloppe nucléaire? Donc, pour permettre l'accès des microtubules à l'intérieur donc, du noyau, bien sûr, et donc accéder aux chromosomes. Et ils vont accéder aux chromosomes, ils vont s'attacher aux chromosomes, mais pas n'importe où. Ils vont s'attacher à une région précise du chromosome qu'on appelle, concernant les microtubules qui vont s'attacher aux chromosomes. Il y a d'autres microtubules qui vont pénétrer à l'intérieur de l'espace nucléaire, mais qui ne vont pas s'attacher aux chromosomes. Mais les microtubules qui arrivent et qui s'attachent aux chromosomes, on les appelle les microtubules kinétochoriens parce qu'ils s'attachent à une région précise du chromosome qui est le kinétochore. D'accord? Donc, on va les appeler les microtubules kinétochorés. Et donc, vous avez entendu, donc là, pour la première fois, c'est kinétochore, mais donc, c'est quoi ces kinétochores? En fait, c'est un large complexe protéique qui se fixe au centromère. Et donc, on a deux kinétochores par chromosome, un dans chaque chromatide sœur. Et donc, il va servir à la fixation des microtubules qui, donc, s'appelleront des microtubules kinétochoriens, donc relatifs à ces kinétochores auxquels ils s'attachent. Ces microtubules kinétochoriens sont responsables des mouvements des chromosomes. Donc, voici schématiquement à quoi ressemblent ces kinétochores. Donc, ce sont ces complexes protéiques qui sont fixés à... Madame, le son, s'il vous plaît, le son. On ne vous entend plus, madame. D'accord. Ces microtubules kinétochoriens s'attachent aux kinétochores. Madame, le son, s'il vous plaît. Madame, on n'entend absolument rien. Est-ce que quelqu'un entend ou non? Madame, on vous entend. Non, madame, peut-être vous avez un problème de connexion. Non, personne n'entend, madame. Personne ne vous entend, madame. Veuillez s'approcher du micro. Je vais m'approcher davantage, d'accord? Donc, un chromosome, vous m'avez entendu, il possède deux kinétochores. Un kinétochore Pas encore. qui s'attache à chaque centromère.
D'accord? Et au total, on a 3 types de microtubules. On a les microtubules kinétochoriens qui s'attachent au kinétochore. On a les microtubules astro qui attachent le centrosome à la membrane cytoplasmique. Et on a les microtubules polaires qui vont avoir un rôle dans la polarisation de la cellule. On va voir comment ça se passe. Ensuite, vous avez la troisième phase qui est la métaphase. Au cours de cette période-là, on assiste à des mouvements des chromosomes. Et ces mouvements, bien sûr, ils sont dus à quoi? Qui mobilise les chromosomes? Je viens de le dire. Kinétochore. Les microtubules kinétochoriens. Donc, ce sont les microtubules kinétochoriens qui s'attachent au kinétochore. Et c'est grâce à ces microtubules kinétochoriens qu'il y aura mobilisation des chromosomes. D'accord? Donc, grâce à ces microtubules kinétochoriens, il y aura rassemblement de l'ensemble des chromosomes d'une cellule au niveau, généralement, d'une plaque équatoriale. D'accord? Je dis parce qu'il y a des exceptions à ça. On peut avoir un rassemblement de chromosomes au niveau d'une région équatoriale, comme pour le cas, par exemple, dans les divisions de l'ovocyte. On va le voir dans le cours sur la méiose. Donc, les chromosomes vont se rassembler au centre de la cellule, généralement, donc pour former la plaque équatoriale, et ils vont s'aligner tous, et absolument tous, par leur kinétochore, par leur centromère. Donc, ce n'est pas par leur télomère ou quelle région. On peut même donc dessiner une plaque qui passe par les centromères de la cellule, les centromères de l'ensemble des chromosomes de la cellule. Ensuite, vous avez l'anaphase. Au cours de l'anaphase, les chromatides sœurs se séparent et chacune d'elles va migrer vers un pôle opposé de la cellule et se retirer. Madame, s'il vous plaît, si vous utilisez un casque ou des écouteurs, vous pouvez les enlever parce que je pense que c'est eux la cause des problèmes. Les quoi? Si vous utilisez des Non, écouteurs. je n'utilise pas de casque. Oui, madame. Téléphone, Les chromatides sœurs, là je crie fort, donc les chromatides sœurs se séparent et chacune va migrer vers un pôle opposé de la cellule. Donc un pôle opposé l'un par rapport à l'autre. Et on distingue pendant l'anaphase, en fait, deux phases. Il y a l'anaphase A et l'anaphase B. Pendant l'anaphase A, et grâce au mouvement des chromosomes, il y aura un mouvement des chromosomes vers les pôles de la cellule, grâce à quel type de microtubule? Astro. Kinétochorien. En partie, oui, il y a les astros, mais principalement, il y a aussi les Kinétochorien. D'accord, bien sûr. Donc, on a besoin aussi d'une dépolymérisation des microtubules kinétochoriens. Ça veut dire qu'ils vont se raccourcir. Ils vont se raccourcir pour permettre la séparation et le clivage des deux chromatides sœurs et par la suite leur migration vers les pôles opposés de la cellule. Donc chaque lot de chromatides va migrer vers un pôle de la cellule. Et cette migration, elle est secondaire au raccourcissement de ces microtubules kinétochoriens. Donc vous imaginez ces microtubules kinétochoriens qui vont se dépolymériser, ça veut dire ils vont perdre des sous-unités de tubuline et donc ils vont, on dit, se dépolymérisent et se raccourcissent, amenant avec eux les chromatides. Il y a la phase B. Ce mouvement des chromosomes, est-ce qu'il est chimique en utilisant des enzymes par les microtubules ou c'est la dépolymérisation principalement, c'est la dépolymérisation. Vous voyez? Est-ce qu'on peut dire que c'est mécanique? Pardon? Est-ce qu'on peut dire que c'est mécanique ce mouvement? C'est mécanique, oui. Là, on est en train d'étudier la mécanique des chromosomes. D'accord? Merci. Ensuite, vous avez l'anaphase B, au cours de laquelle on aura un travail inverse
polaires. Donc, les microtubules polaires, tout à l'heure, je vous ai dit, on va voir leur rôle. En fait, ce sont ces microtubules-là qui vont chevaucher au niveau de la plaque équatoriale. Donc, ils ne s'attachent pas à des kinétochores. Donc, ils ont un point d'appui et un point d'attachement sur le centrosome. Et l'autre, il va chevaucher avec l'autre microtubule polaire. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va leur arriver? Ils vont se polymériser. D'accord? Ils vont s'allonger. Et en s'allongeant, vous comprenez bien, ils vont faire éloigner ce pôle de la cellule de l'autre pôle. Donc, il y aura éloignement des pôles de la cellule. Tout ça, c'est pour préparer le clivage et la division de la cellule qu'on appelle donc la cytodiérèse, ou bien la cytocinèse. D'accord? La dernière phase, c'est la télophase. C'est à peu près l'inverse de tout ce qui se passe pendant la prophase, métaphase. En effet, les chromosomes vont se décondenser. Donc, on aura réapparition de nouveau de la chromatine. On aura en plus la formation de l'enveloppe nucléaire. Donc, l'enveloppe nucléaire va se reformer. Et puisqu'on a de nouveau la formation de la chromatine, on aura bien sûr la réapparition de quoi? Du nucléose. Donc, le nucléose aussi, il va réapparaître. Et on assistera, j'ai mis plus ou moins à la cytocinèse. Pourquoi j'ai mis plus ou moins la cytocinèse? Parce qu'elle n'est pas toujours concomitante à la télophase. D'accord? Des fois, elle est concomitante, ce qui se voit dans la majorité des cas, mais souvent, elle est, ce qui se fait dans la majorité des cas, mais des fois, elle peut être asynchrone. Ça veut dire la division nucléaire. Oui, mais il me semble qu'on ne vous entend pas très bien. Je suis pas sûre, mais c'est très faible. Ouais, on vous entend mal, madame. Je reprends. Oh, ça change rien. Toujours. Non, là, je vais crier. Là, c'est Donc, bien. la cytocinèse, elle peut être non concomitante, comme dans le cas, par exemple, de la division des spermatozoïdes. Dans la division des spermatozoïdes, on assiste à une division nucléaire, mais la division et la libération des spermatozoïdes ne va se faire qu'à des stades de maturation ultérieure. Donc, c'est ce qu'on appelle une division qui est une cytocinèse ou bien une division qui est incomplète au départ. D'accord? Donc, la cytocinèse, elle est possible grâce à la formation d'un nanocontractile qui va créer un sillon de division au milieu. D'accord? Et donc, par la suite, on aura donc la formation de deux cellules filles. Okay, donc, je reviens vers notre facteur qui est le MPF, qui est donc le Mitosis Promoting Factor. Donc, il a plusieurs rôles au cours de la mitose. Tout d'abord, il permet la phosphorylation des lamines, donc ce qui va permettre la rupture de l'enveloppe nucléaire. Il permet aussi de changer la dynamique des microtubules en cours de mitose. Il permet aussi ce qui permet la mobilisation des microtubules. Il permet aussi la condensation des chromosomes, des histones et des condensines. Et il joue encore beaucoup d'autres rôles. Un petit mot concernant le blocage de la cellule. Donc, la cellule, on peut bloquer une cellule en métaphase en bloquant le fuseau mitotique, qui peut être soit, pardon, je vais enlever cette image, qui peut être soit par exemple la colchicine, qui va donc empêcher la polymérisation des microtubules. Et c'est une molécule qui est utilisée dans une technique qui est quoi? Dans la technique de Kariutyp. Donc, quand on veut classer les chromosomes, on a besoin de chromosomes qui sont le plus condensés possible pour les mieux voir au microscope. Donc, on utilise souvent de la colchicine pour bloquer les microtubules et ainsi avoir des cellules donc avec des chromosomes bien individuels. Oui. Une autre utilisation, c'est le taxol. Le taxol qui est une molécule de chimiothérapie qu'on utilise pour
empêcher la dépolymérisation des réseaux microtubulaires et ainsi, ça permet de limiter les divisions cellulaires. Donc, c'est une molécule de chimio utilisée dans ce sens-là pour ces intérêts-là. Il faut savoir qu'au total, la durée d'une mitose classique pour une cellule animale, par exemple un fibroblaste, la durée est en moyenne 1 heure. Et vous voyez que la phase la plus longue, c'est la prophase. La métaphase, elle dure un peu plus longuement que l'anaphase. Vous comprenez bien que l'anaphase, c'est un clivage des chromatides sœurs, donc ça va être plus lent que la métaphase. Un petit mot concernant les anomalies de la mitose. Je fais vite parce que la méiose, elle est encore plus intéressante. Il y a beaucoup de choses à dire. La mitose, on a dit beaucoup de choses pendant le cycle cellulaire puisque la mitose fait partie, bien entendu, du cycle cellulaire. Donc, il y a plusieurs anomalies qui peuvent toucher la mitose, à savoir la perte du contrôle de la division cellulaire, ce qui pourrait être le lit de formation de tumeurs. Il y a les non-disjonctions chromatidiennes, avec donc bien sûr une cellule qui va être trisomique si on a juste une disjonction d'un seul chromosome ou bien d'une seule chromatide, et des cellules qui seront monosomiques. Donc on parle d'aneuploïdie. Il y a aussi les mitoses qu'on appelle les mitoses multipolaires, dans lesquelles on a une anomalie de duplication des centrosomes. Donc, au lieu d'avoir une duplication, donc 2 centrosomes qui se forment, on va avoir 3 centrosomes, voire 4 centrosomes. Et donc, les fusions, on aura 3, 4 fusions mitotiques dans la cellule. Et vous imaginez les dommages que ça va entraîner à la mitose. Donc, la mitose ne va pas se faire, bien sûr, normalement. Est-ce que vous avez des questions concernant la mitose? Madame, est-ce que la mitose multipolaire, est-ce que c'est une anomalie? C'est quoi? Est-ce que la mitose multipolaire est une anomalie? Bien sûr. Vous imaginez, les chromatides sœurs seront clivées et seront réparties sur combien de pôles? 4 pôles ou 3 pôles? Oui, 3 pôles, 4 pôles, voire plus. Donc ça, c'est juste des exemples. C'est multipolaire, ça veut dire il n'y a pas que 2 pôles dans la cellule, il y aura plusieurs. Et bien sûr, c'est le lit tumoral aussi. C'est un lit tumoral. Madame, oui. Madame, quelles sont les conséquences de cette anomalie? Il y aura des divisions anormales. Et qui dit division anormale? Une tumeur. Oui, prolifération tumorale. C'est anarchique. D'accord? Madame, D'accord. Oui. Madame, est-ce que on ne dit pas que la tumeur, c'est seulement s'il y a une division qui est de grande vitesse? Et dans ce cas de multipolaire, on n'aura pas une grande division, c'est-à-dire seulement, il n'y aura pas... Au lieu d'avoir une cellule, au lieu d'avoir deux cellules filles, on aura 4 cellules filles dans une seule division. Est-ce que c'est pas rapide? D'accord. Madame, quelles sont les causes des mitoses multipolaires? Pardon? Les causes des mitoses multipolaires. C'est des centrosomes qui se dupliquent de façon anormale. Ils ne se sont pas divisés normalement. Ils se sont divisés anormalement. Au lieu de donner chaque centriole père va donner un centriole fils et ensemble vont former donc un centrosome. Donc il y aura la duplication. Il y aura un centriole père va donner 2 fils. Et donc on aura 3 centrosomes au total. Mais c'est des mécanismes multiples. Il y a plusieurs mécanismes pour donner ça. Mais je ne suis pas rentrée dans les détails, mais il y en a plusieurs mécanismes qui expliquent sa survenue de ces cellules multipolaires et donc des mitoses multipolaires. Merci, madame. C'est bon? Donc je passe à la Madame. méiose. Madame, Oui, je vous écoute. En ce qui concerne la colchicine, on a dit Oui. qu'elle inhibe la polymérisation des microtubules. Oui. Dans ce cas-là, la mitose va s'arrêter en métaphase. Oui, ou des fois on l'utilise pour l'arrêter même avant, un petit peu avant, pour avoir des chromosomes un petit peu plus longs. Ça va être plus joli à observer et ça va être plus discriminant pour voir mieux les bandes sur les chromosomes. Donc des fois on l'utilise même et pour arrêter la cellule en prométaphase. On a besoin un petit peu avant qu'elle s'aligne. Pour nous, l'essentiel, c'est d'avoir, pour la colchicine dans la technique de karyotype, c'est de voir des chromosomes bien individualisés
Et dans les techniques de binding, ça veut dire on réalise des techniques enzymatiques ou bien par la chaleur pour créer des bandes sur les chromosomes afin de bien mettre en évidence des anomalies de structure du chromosome. Donc, pour mieux le voir, c'est mieux de voir un petit peu avant la métaphase, d'accord? Mais c'est dans ces environs. D'accord? J'ai répondu à votre question? Oui, madame, merci. Madame, Mais j'ai pas eu le retour. J'ai pas entendu. Oui, madame, c'est bien compris, Très merci. bien, très bien. Oui, monsieur. madame, pour les protéines qu'on a vues qui contrôlent le cycle cellulaire, Oui, en cas d'anomalie, ils peuvent pas intervenir. bien sûr. Mais Ils bien vont, sûr, ils vont c'est stopper pas une seule anomalie qui va donner la l'anomalie. tumeur. C'est pas une seule anomalie qui donne la tumeur. C'est une accumulation de plusieurs, d'accord? On va le voir dans le cours sur les dommages à l'ADN. Lorsqu'il y a un dommage, il y a des systèmes de réparation. Si celui-là échoue, l'autre intervient. Mais quand il y a beaucoup d'anomalies qui s'accumulent, des fois, la cellule ne peut plus réparer. Donc, les systèmes de réparation des dommages à l'ADN sont dépassés. Et donc, dans ce cas, on arrive à des mutations. Et donc, la cellule ne peut plus. D'accord? Donc, c'est pas 1 plus 2 égale à 3, et ça dépend aussi de la réponse de l'individu. Il y a aussi, actuellement, on parle de l'immunité. Il y a des réponses immunitaires aussi. Il y a l'épigénétique. Donc, tout l'environnement du génome. Ce n'est plus que le génome qui décide, il y a aussi l'environnement du génome. Vous voyez, donc là, l'épigénétique, c'est des choses sur lesquelles on peut travailler, on peut agir. D'accord? D'accord, Donc, madame. Merci. comme tous les cours, on commence toujours par les objectifs du cours. D'accord? Donc, les objectifs ici, c'est, pardon, je passais trop vite. Il faudra décrire les différentes étapes de la méiose normale, les décrire morphologiquement, qu'est-ce qu'on observe pendant ces différentes phases, connaître certains aspects moléculaires de la méiose, comment elle apparaît, quels sont les mécanismes de la méiose. Pas toutes, on va voir 3, je crois. Oui, 3. Il faudra citer les conséquences génétiques de la méiose, comprendre les mécanismes et les conséquences de certains accidents méiotiques. Et à la fin, on va faire un récapitulatif montrant les caractères distinctifs entre mitose et méiose. Donc, déjà, la première des choses, c'est quoi la méiose? La méiose, au fait, c'est un mode de division qui est propre à certaines cellules de la lignée germinale, qui sont donc les spermatocytes et les ovocytes. Les précurseurs de ces cellules, donc les spermatocytes et les ovocytes, ce sont les cellules germinales primordiales. Donc, c'est celle-là. Ces cellules-là, ce sont des cellules bien sûr diploïdes. Donc, c'est après donc la méiose qu'ils vont devenir haploïdes. Donc, ce sont des cellules diploïdes qui se regroupent dans la paroi postérieure de la vésicule vitelline vers 21 par la suite en empruntant le mésentère postérieur vers les gonades embryonnaires ou bien ce qu'on appelle donc les gonades primitives. On va voir tout ça en détail dans le cours d'embryologie pendant le deuxième semestre. L'essentiel, c'est que ces cellules germinales primordiales, lorsqu'elles vont migrer vers les gonades primitives, elles étaient au départ mobiles, elles avaient des mouvements amoeboïdes, en train de bouger à la manière dynamique. C'est pour ça qu'on les appelle des mouvements amoeboïdes. Et une fois qu'elles arrivent dans les gonades primitives, elles seront fixes. Ce ne seront plus des cellules mobiles, elles vont se fixer. Et à ce moment-là, on va les appeler les gonocytes. D'accord? Et cette migration va se faire vers la 4e, 6e semaine. D'accord? Madame, on n'entend rien. Migration se fait vers la 4e, 6e semaine de la vie intra. Oui, madame, oui. D'accord? Madame, on ne vous entend pas. Madame, le son est très mal. Le sang. Madame, s'il vous plaît, Madame, il y a peut-être pour une fenêtre où il y a le vent. un problème de... Non,
Tout est fermé, je ne comprends pas parce que toujours j'avais un bon son. Donc là, je ne comprends pas ce qui se passe. Madame, Madame, soit à côté de vous, il y a une fenêtre qui est ouverte, il y a le vent où vous touchez, Je vais voir si... où vous touchez avec votre souris le mic. Oui, il est Pardon obstrué. Comme ça. Est-ce que vous utilisez des écouteurs? Non, j'utilise Non. pas d'écouteurs. Madame, J'ai déjà répondu. en utilisant, est-ce que si vous utilisez une souris, il y a une probabilité que vous touchiez le mic en temps de bouger la souris? Bon, je vais encore crier comme tout à l'heure. Bon, je vais faire une barre juste après. Donc, les cellules, les gonocytes, donc ce sont les cellules fixes, vont arriver vers les gonades primitives. Donc, ce qui est en rouge là, ce sont les gonades primitives. Et vous avez donc les gonades primitives, ce sont les gonades embryonnaires en tout cas. Et ces gonocytes, ils auront... donc, vous voyez que jusque-là, je n'ai pas parlé de sexe féminin ni sexe masculin. Ces événements-là, ils sont indifférenciés. Donc, en fonction, ils ne vont pas dépendre du sexe. Donc, c'est pareil que ce soit chez le fœtus ou bien l'embryon de sexe féminin ou de sexe masculin. Mais donc, à partir de ce stade, chez l'homme, les gonocytes vont se multiplier par mitose jusqu'au 7e mois de la vie fétale toujours. Puis ils vont sortir du cycle cellulaire et ils vont rester en G0 pendant un bon moment. Et ensuite, donc, vers la puberté, donc aux alentours de la puberté, ils vont reprendre la division, on parlera de spermatogonie, et ces divisions vont aboutir par la suite, par la division méiotique, à des spermatocytes. Donc la méiose va se faire pendant la période péripubertaire. Par contre, chez un embryon de sexe féminin et par la suite chez un fœtus de sexe féminin, parce qu'avant 8 semaines, on parle d'embryon et après 8 semaines, on parle de fœtus. Donc, ces gonocytes-là, il y aura une rentrée en méiose. Ils vont commencer leur méiose pendant la vie intra-utérine. Et à l'âge de 7 mois dans la vie intra-utérine, pratiquement tous les gonocytes ont commencé leur première division méiotique. Et ils seront tous pratiquement, parce qu'on parle maintenant de cellules, mais l'essentiel, retenez que pratiquement tous les gonocytes à l'âge de 7 mois de la vie intra-utérine sont bloqués dans le stade diplotène de la prophase 1. D'accord? Donc, ce sont des ovocytes, on les appellera des ovocytes 1. Et ils resteront ainsi bloqués jusqu'à quel âge? Jusqu'à la puberté. Et à partir de la puberté, à chaque cycle menstruel, il y a donc recrutement. Donc, bien sûr, les cycles ovariens, on a le recrutement des follicules ovariens. Et bien sûr, ça va rythmer aussi les cycles menstruels. Donc, à chaque cycle menstruel, il y aura un seul ovocyte, donc un seul follicule qui va arriver à maturité et un seul, donc qui va devenir le follicule de De Graaf. Et il y aura donc l'ovulation, l'expulsion de l'ovocyte à la surface. Et à ce moment-là, au moment de cette sélection et l'expulsion de l'ovocyte, il va reprendre sa division méiotique et il va donc continuer sa division, il va devenir l'ovocyte 2. Il sera bloqué en métaphase 2. Et ce blocage va persister s'il n'y a pas de fécondation, mais s'il y a fécondation, la méiose va pouvoir s'achever pour l'ovocyte. D'accord? Donc, et ça se fait pour chaque cycle menstruel jusqu'à la ménopause. C'est pour ça qu'on dit que ces ovocytes 1 seront bloqués en stade diplotène de la prophase 1 pendant 12 à 50 ans. Donc, pour encercler cette période d'activité génitale chez la femme, donc entre la puberté qui se fait aux alentours de l'âge de 12 ans et la ménopause qui est aux alentours de l'âge de 50 ans. D'accord, c'est clair? C'est clair. Bon,
Donc, madame, les femmes, Oui. madame, les femmes ne produisent pas d'ovocytes contrairement aux hommes. Non, Le il y a un discours masculin. stock. Non, il y a un pool qui est consommé. Mais actuellement, on parle on peut, dans les études pour la préservation de la fertilité, il y a donc, bon, c'est des études en tout cas, c'est pas encore il y aurait des cellules souches qui pourraient être réactivées pour donner des ovocytes. Mais c'est en cours c'est pas en cours de routine. D'accord? Madame, pourquoi l'homme n'a pas ces problèmes? Ça, c'est parce qu'il y a des cellules souches qui sont toujours activées, ils sont toujours là et qui vont se diviser à chaque fois. D'accord? Et en fait, c'est ce phénomène-là qui explique qui expliquerait, c'est pas d'une science exacte, qui expliquerait que les risques de trisomie 21, par exemple, qui est un accident dans la division, des cellules, c'est dû au fait que les chromosomes sont bloqués pendant longtemps dans les cellules de femmes qui ont un certain âge. C'est pour ça qu'on dit que ces trisomies se voient surtout chez les femmes qui ont un enfant vers un âge avancé, donc 35 ans voire plus. C'est expliqué en partie, peut-être, donc c'est a priori par cette longue période de blocage des chromosomes pendant cette phase qui est le stade diplotène de la prophase 1. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Donc, c'est un pool c'est un stock limité, les ovocytes. Donc, on dit que c'est à peu près 400 ovocytes qui vont aboutir. Donc, il faut diviser les 400 sur le nombre de cycles, le nombre d'années. Donc, ça nous donne le nombre total d'ovocytes qui pourraient subir ces diffusions-là, continuer la méiose. Donc, je reviens vers notre méiose. Donc, la méiose, elle s'intègre dans ce qu'on appelle la reproduction sexuelle. Et avec la fécondation, elle va pouvoir assurer la variabilité intraspécifique des individus. D'accord? On est tous des êtres humains avec une tête, des mains, des pieds. Donc, on a tous les mêmes caractéristiques humaines. Mais on est différents les uns des autres. Et donc, cette différence, elle est due donc à la méiose, aux différents événements de brassage chromosomique, interchromosomique, intrachromosomique, fécondation. Donc, tout ça, ça va être responsable de cette variabilité intraspécifique chez nous. Donc, dans une mitose classique, qu'on appelle la mitose somatique, qui intéresse donc les cellules qui ne sont pas germinales. Quand on parle de somatique, ça veut dire pour différencier avec les cellules germinales. Donc, on obtient à partir d'une cellule originelle, qui est donc la cellule mère, par division successive, un clone cellulaire, donc un ensemble de cellules filles qui partagent la même information génétique que celle de la cellule mère. Donc, un tel mécanisme peut constituer donc un mode de reproduction qu'on appelle donc la reproduction asexuée. Et on entend bien que la reproduction asexuée, on imagine bien dans des organismes unicellulaires. Donnez-moi un exemple d'organisme unicellulaire. Les bactéries. Levure. Bactéries. Donc, dans les bactéries, la reproduction, elle est asexuée. Donc, c'est clair. Mais cette division, cette reproduction asexuée ne se voit pas que chez les organismes unicellulaires. On peut les voir aussi dans des organismes multicellulaires, comme par exemple les images ici que je vous ai mis. Donc, à gauche, vous avez donc le hydre qui est un animal aquatique et qui donc se divise par bourgeonnement. Et à droite, vous avez un ver de terre qui, lui, il va se diviser par fragmentation. Donc, c'est une reproduction qui est asexuée. Donc, il ne faut pas avoir en tête qu'une reproduction sexuée, c'est équivaut un organisme unicellulaire. Donc, revenons donc à la finalité de la reproduction sexuée, c'est de permettre le brassage des gènes à l'intérieur de l'espèce grâce à une production en alternance de cellules haploïdes à la fin de la méiose et qui va alterner avec la fécondation
qui va, restituer la diploïdie de la cellule. Donc, la méiose, elle est responsable de former des cellules haploïdes qui sont variables entre elles. Donc, une même cellule va donner 4 cellules qui sont différentes entre elles, 4 cellules filles, et qui sont donc, quand on parle plutôt donc de la lignée mâle, donc 4 cellules filles qui sont différentes génétiquement entre elles grâce aux combinaisons alléliques qui sont différentes. Donc, on va les voir ensemble. Et la diploïdie, elle est reformée et donc on la retrouve grâce à la fécondation. Bien sûr, l'union de 2 gènes, donc on aura le jeu de 46 chromosomes. Et le brassage des gènes au cours de la méiose, de la fécondation, nous conduit donc, comme je l'ai dit, à la diversification phénotypique des individus. C'est pour ça qu'on est différents les uns des autres. Donc, la méiose, donc c'est une suite de 2 divisions nucléaires. Donc, je dis bien nucléaire. Comme j'ai dit tout à l'heure, la division cellulaire cytoplasmique pour les cellules de la lignée germinale mâle, elles subissent une cytokinèse ou bien cytodiérèse qui est incomplète. D'accord? Elle ne va pas se faire dans les premières phases, elle ne se fait que vers les stades avancés. Donc, ce sont 2 divisions nucléaires qui ne sont précédées que par une seule réplication d'ADN. Donc, il faut bien retenir ça. Donc, quand on a la phase G1, ensuite on a la phase S, la réplication, puis la phase G2. Au cours de la première division, on va revenir vers un lot d'ADN qui est égal à celui qu'on avait dans la phase G1. Mais au cours de la deuxième division, on aura la moitié de la quantité d'ADN qu'on avait pendant la phase G1. Donc, c'est important de comprendre que donc, la quantité d'ADN, elle va être la moitié de celle qui était dans la cellule mère. Donc, la première division, on appelle la mitose réductionnelle. Et la deuxième, ça s'appelle la mitose équationnelle. On appelle la première mitose réductionnelle parce que le nombre de chromosomes, il est réduit de moitié. D'accord? Et pendant la deuxième mitose, la mitose équationnelle, parce qu'on passe d'une cellule, par exemple, à 23 chromosomes vers une cellule à 23 chromosomes. La différence, c'est que à la fin de la première division qui est réductionnelle, les chromosomes comportent 2 chromatides sœurs chacune. Chaque chromosome comporte 2 chromatides sœurs. Par contre, à la fin de la deuxième division méiotique, on a des chromosomes, on a 23 chromosomes. Donc là, quand on parle de l'espèce humaine, bien sûr, chaque chromosome ne comporte qu'une seule chromatide. D'accord? Mais on appelle équationnelle parce que elle va comporter le même nombre de chromosomes entre la fin de la division réductionnelle et la fin de la division équationnelle. Chaque mitose comporte généralement donc 5 phases, la prophase, la prométaphase, la métaphase, l'anaphase et la télophase. Et donc la méiose va aboutir à partir d'une cellule mère diploïde. Une cellule mère diploïde va donner 4 cellules filles dans les cellules masculines. Dans la cellule féminine, c'est un peu, on ne sait pas toujours, c'est le premier globule polaire, va subir lui aussi une deuxième division ou non. Donc, ça, c'est certain pour les cellules de la lignée germinale mâle, donc concernant le nombre de 4. Donc, ça va aboutir donc à des cellules filles qui sont haploïdes. Elles ont la même quantité d'ADN, N ADN, mais qui ont des contenus génétiques qui sont différents. Donc, elles diffèrent entre elles par la qualité de leur ADN. Donc, c'est dû aux différentes combinaisons alléliques qui se font, grâce donc à ce qu'on appelle le brassage intrachromosomique, qui est dû en grande partie au phénomène de crossing over. Donc, une notion importante à connaître, c'est la notion en parlant toujours de ces brassages, les brassages intrachromosomiques se font entre les chromosomes homologues. Et c'est quoi les chromosomes homologues? En fait, dans toutes nos cellules, on a des chromosomes qui proviennent de nos mamans et des chromosomes provenant de nos pères. Donc, les chromosomes
On a donc mais par exemple pour le chromosome 1, les chromosomes 1, on a un chromosome 1 d'origine maternelle, un chromosome 1 d'origine paternelle et ainsi de suite. Donc on a 22 paires de chromosomes autosomaux et de gonosomes. Ces deux gonosomes peuvent être soit des XX dans le sexe féminin, soit des XY dans le sexe masculin. Pour mieux comprendre cette notion de chromosome homologue, je donne souvent cet exemple du groupe sanguin. Donc, donc, comme vous le savez, un gène, il peut exister sous différentes formes ou versions. C'est ce qu'on appelle comment on appelle les différentes versions d'un gène? Les allèles. Allèles. Très bien. Donc, les allèles correspondent à des variantes. Oui, très bien. Donc, ces allèles correspondent à des variantes d'un même caractère. Donc, dans cet exemple de groupe sanguin, on a le locus du gène de groupe sanguin qui est sur le chromosome 9. Ce gène existe sous la forme de 3 allèles, l'allèle A, B et O. O, ça correspond au gène altéré. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de synthèse de protéines correspondantes. Donc, c'est pour ça. En fait, c'est relatif à 0. Donc, il n'y aura pas de protéines en surface des cellules sanguines. Donc, 2 chromosomes homologues peuvent porter soit 2 allèles identiques, par exemple AA, BB ou OO. Soit 2 allèles, soit une cellule peut porter 2 allèles différents, AO, AB ou BO. Donc, en fonction de ça, on aura des individus qui seront du groupe sanguin A, ça veut dire qu'ils portent un allèle A sur un chromosome et un allèle A sur l'autre chromosome, ou bien un allèle A sur un chromosome et un allèle O sur un autre chromosome. Donc, c'est cette notion de chromosome homologue qui est intéressante à comprendre ces différentes allèles qui vont définir donc un caractère héréditaire, l'exemple ici du groupe sanguin. Donc, je reviens. Donc, on a parlé un peu des particularités de la méiose. On va passer maintenant aux différents mécanismes de la méiose. Madame, avant de passer, s'il vous plaît, j'ai une question. Quelle est la spécialité des cellules germinales qui les rend, ça veut dire qu'ils leur donnent une possibilité de faire une méiose? On sait que toutes les cellules ont la même formule chromosomique, donc c'est quoi la cause? En fait, ils sont assez particuliers. Ils ne sont pas comme toutes les cellules somatiques. Ces cellules-là, ils ont une particularité, c'est la remise à zéro de leur horloge biologique. Au fait, ces cellules-là, elles ont des télomères. Les télomères, ce sont les extrémités des chromosomes. D'accord, vous me suivez? Et ces télomères-là, à chaque division de nos cellules somatiques, quand je dis somatique, c'est pour différencier des cellules germinales. Donc, à chaque division de nos cellules somatiques, il y a une usure de ces extrémités. Vous allez me dire si on va voir ça dans la réplication de l'ADN. Donc, vous allez me dire si à chaque division, on a une usure, on a donc une consommation en quelque sorte de nos bouts de télomères. Heureusement, les télomères ne sont pas codons, donc ils ne sont pas responsables de synthèse protéique ni quoi que ce soit. Elles protègent nos chromosomes, mais donc si à chaque division, on a un bout de chromosome qui s'enlève, un bout dans la division de suite, un bout dans l'autre, on va arriver à un moment donné, on va arriver à des séquences codantes, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous me suivez? Oui, madame, oui. Et on va arriver aux séquences codantes. Et si la division s'arrête, et si on arrive à des régions codantes, c'est catastrophique. Heureusement, on ne va pas arriver à cette séquence codante parce que les divisions vont s'arrêter bien avant. Donc, lorsqu'on s'approche un peu des séquences codantes, lorsqu'on épuise un petit peu ces télomères, les divisions s'arrêtent. On ne peut plus, les cellules ne pourront plus se diviser. À votre avis, qu'est-ce que ça va donner l'arrêt des divisions des cellules? La mort des cellules. La sénescence des cellules. Les cellules ne pourront plus se diviser, elles vont sortir en quoi? Elles vont sortir de cycle.
Ils seront en G0. Et plus que ça, ils ne pourront plus rentrer en cycle. C'est la sénescence. Ce sont les cellules qui vont se transformer en ongles et en cheveux et ça. Oui, c'est pas que ça. Donc, ils seront en G0, mais ils ne pourront plus rentrer. Ils seront en sénescence. Vous connaissez, c'est quoi la sénescence? C'est le vieillissement. C'est le vieillissement cellulaire. D'accord? On vieillit tous. Pourquoi? Parce qu'on a des télomères qui vont s'user. À un certain moment, ça ne va plus se diviser. D'accord? Oui, madame. Mais dans les cellules germinales, la différence, c'est que ces télomères-là, ils ne sont pas usés. À chaque division, il y a un petit bout qui s'enlève, mais il est reconstitué par une enzyme qui est la télomérase. Donc la télomérase, elle va remettre toujours l'horloge biologique de nos cellules germinales à 0. C'est pour ça, dans l'exemple de la brebis Dolly, vous vous rappelez? La brebis Oui, Dolly madame. a été clonée. Il y avait un problème chez cette brebis, c'est qu'elle est morte très jeune, par des problèmes articulaires. On parlait Au d'énergie fait, de vie, je pense. chez la brebis Dolly, ils ont pris le noyau de sa maman, le noyau d'une cellule somatique de sa maman, ils l'ont implanté dans une autre cellule, dans un ovocyte d'une autre brebis énucléée, donc qui ne comporte pas de noyau. Et ensuite, donc avec des techniques de culture, et ensuite ils l'ont réimplanté chez la brebis. Ça a donné une naissance d'une brebis qui ressemble à sa maman, à la maman d'où provenait le noyau, n'est-ce pas? Parce qu'elle ressemble, parce qu'elle comporte la même information génétique héréditaire. D'accord? Et pourquoi elle est morte? Parce que les cellules ont épuisé leur chromosome. Très bien, ils ont déjà consommé. Donc, c'était une brebis qui était, même si c'est un bébé, mais elle était Oui. vieille de 6 ans. Elle avait donc déjà l'âge de sa maman lorsqu'elle était née. L'âge biologique, l'âge de l'horloge biologique, puisque ces télomères, ils ont été usés, consommés. Donc, c'est une caractéristique importante des cellules germinales qui permettent, donc, grâce à ces télomérase, de remettre toujours, donc, de remettre à 0 leur horloge biologique. Est-ce que c'est clair? Oui, merci, madame. Madame, tout à l'heure, on parlait avec le prof de biologie en ce qui concerne les cellules qui vont mourir. Pardon? Je vais augmenter, je vais activer mon micro. Je vais Je vous entends mal. Pourquoi? Madame, Oui? est-ce que les cellules qui ne veulent pas mourir, est-ce qu'elles peuvent se transformer en tumeurs? Oui, ça c'est important. Ensuite, ça c'était un domaine de recherche qui était très ambitieux. C'est clair que lorsqu'on dit que la télomérase, donc elle va réactiver les cellules, elle va permettre de reconstituer les bouts des télomères. Donc on va dire que voilà, donc les télomérases, elles auraient un rôle dans les tumeurs. Effectivement, les télomérases, elles sont réactivées dans les cellules cancéreuses. Donc, dans nos cellules somatiques, elles sont inactives, mais dans les cellules tumorales, elles sont réactivées. Et cette réactivation, elle est donc, à l'origine donc, de ces divisions qui sont continues des cellules. Des cellules, on n'arrive pas à les arrêter. Et donc, c'était un champ intéressant. Donc, on se disait, donc c'est très bien. Donc, puisqu'on sait que la télomérase, elle permet des divisions continues comme ça. Donc, si on synthétise des inhibiteurs de télomérase, donc on pourrait arrêter la tumeur, n'est-ce pas? Mais malheureusement, Oui, ça marche, madame. Malheureusement, ça ne marche pas. La cellule. Donc, il y avait toute une génération d'inhibiteurs de la télomérase. Ce sont des médicaments qui ont été mis sur le marché. Mais après, on s'est rendu compte que la cellule a la possibilité de trouver des voies alternatives pour la télomérase. Donc, elle a d'autres protéines qui pourront jouer donc le rôle de cette télomérase. Donc, même si on active la télomérase sur laquelle on a agi au premier, il y a des échappements. Elle échappe à ça et il y aura des alternatives. Donc, c'est très, très fascinant comme domaine.
Et grâce à ces découvertes des télomères, leur mécanisme de réplication, la télomérase, il y a eu un prix Nobel 2009 de Blackburn pour ces découvertes-là. C'est une équipe américaine qui a travaillé longuement depuis les années 90 sur ces télomères. D'accord? Oui, ça marche, madame. Merci. Madame, Oui. Madame, est-ce que la cellule, quand elle veut entrer dans la mort programmée, elle essaie de détruire son stock de télomérase? C'est pas que ça, non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Madame, Déjà, la télomérase dans les cellules somatiques, elle n'est pas active. Elle est active uniquement, retenez-le bien, dans les cellules germinales, bien entendu, dans les cellules souches, c'est pour ça, donc c'est les cellules de réserve, et il y a aussi les cellules de la moelle osseuse, les cellules hématopoïétiques de la moelle osseuse. D'accord, merci. Je vous en prie. Donc, les mécanismes de la méiose. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a deux mitoses successives qui caractérisent ce mode de division. Il y a la mitose réductionnelle, la mitose équationnelle. Donc, la mitose réductionnelle est précédée d'une phase S et sépare les chromosomes homologues de chaque paire après leur appariement. Et on a la mitose équationnelle qui est qui n'est pas précédée donc de réplication de l'ADN. Et elle ressemble à la mitose normale. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, la mitose normale, la finalité, c'est la séparation des deux chromatides sœurs. Donc, là aussi, on a la séparation des deux chromatides sœurs. Donc, la mitose réductionnelle, c'est la séparation des chromosomes homologues. Donc, elle sépare des chromosomes homologues. La mitose équationnelle, elle clive et sépare les chromatides sœurs. C'est une différence primordiale. C'est clair? On continue. Donc, on passe à l'étude morphologique de la méiose. Donc, c'est parmi nos objectifs de cours. Donc, retenez bien, moi, je travaille par objectif. Donc, il faut arriver, donc, avec tout ce qu'on dit dans le cours, je dis beaucoup de choses, mais les choses importantes à retenir, ce sont les objectifs. Donc, dans vos révisions, il faut réviser par objectif. D'accord? Et à partir de la semaine prochaine, je vais vous envoyer donc des quiz interactifs pour donc les séances de cycle cellulaire, mitose et méiose. On va commencer comme ça et comme ça, on va interagir plus sur la plateforme. Et vous allez mieux comprendre, j'espère. Donc, la prophase 1. madame, est-ce qu'on aura cours en présentiel? Pardon? Est-ce qu'on aura cours en présentiel? Ben, je sais pas trop. J'espère moi, mais c'est un peu, on verra. Donc, la première division, donc, c'est la prophase 1. À chaque fois qu'on dit prophase 1 ou bien prophase 2, c'est par rapport, donc, est-ce qu'on est dans la division, la mitose réductionnelle ou bien la mitose équationnelle? Vous saisissez. D'accord? Donc, la prophase 1, c'est une période qui est très longue. Pourquoi? Surtout chez la femme. Dites-moi pourquoi. Quelle est la durée de la prophase 1 chez la femme? Minimum et maximum. Allez-y, réfléchissez un peu. Au cours de la prophase 1, c'est la phase où les chromosomes seront bloqués en stade leptotène chez la femme, n'est-ce pas? Donc, sa durée va être de 12 ans à 50 ans, n'est-ce pas? Oui. Oui, madame. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, madame. Oui. Parce que vous n'avez pas répondu. Je trouvais que ça vous est paru très Non, long. madame, on ne voulait pas vous interrompre. Et chez l'homme, elle est de 24 jours. D'accord? La prophase 1, chez la femme, elle est de 50 ans. Donc, de 12 à 50 ans, en fonction de l'âge de la puberté et l'âge de la ménopause. Et chez l'homme, elle est en moyenne, c'est des moyennes que je donne là, de 24 jours. Cette prophase, elle est marquée par une condensation progressive des chromosomes. Donc, vous voyez là, le chromosome qui est long, et au fur et à mesure qu'on avance dans cette... Madame, on ne vous entend pas. Au fur et à mesure qu'on avance dans la prophase 1, Madame, On ne vous entend pas encore. C'est pas à cause Je vous entends mal.
du Donc, ça volume. part et ça revient. Apparemment, ça part et ça revient. Donc, c'est un problème de connexion, si j'ai bien compris. Tout à l'heure, vous m'entendiez quand j'ai expliqué la Oui, mélomérage. oui, madame. Donc, c'est un problème de connexion. Oui, madame, c'est cyclique. Parfois on entend bien, parfois on n'entend rien. Donc, c'est la connexion. Parce que je ne bouge pas. Je suis à côté. C'est bizarre. Donc, la prophase 1, elle comporte 5 phases. Mais là, j'ai mis 4 phases parce que le stade diacinaire, donc, donc il n'est pas très, très caractéristique. Vous pouvez le copier, donc vous pouvez le... Donc, les 5, mais là, je vais parler de ces 4-là. Donc, la première, c'est le stade leptothène. Donc, leptothène, ça vient du mot grec, donc, leptos, qui veut dire mince. Donc, les chromosomes à ce stade-là, ils sont minces. Donc, ce que vous avez en haut, c'est ce qui paraît en microscopie électronique. Et en bas, ce que vous voyez en microscopie, pardon, en haut, c'est la microscopie optique. Et en bas, la microscopie électronique. Donc, en microscopie optique, vous voyez les chromosomes, c'est comme s'ils étaient formés d'une seule chromatide. Mais, comme je viens de le dire, c'est une mitose qui est précédée d'une phase S. Donc, on a déjà, la duplication de l'ADN a été déjà réalisée. Donc, chaque chromosome, il est formé en fait de 2 chromatides sœurs, mais juste, ils sont très bien réunis les unes aux autres par des protéines qu'on appelle les coésines. Des coésines, ça veut dire des protéines qui vont donc accoler les 2 chromatides sœurs l'une à l'autre. Ensuite, on passe à la deuxième phase, qui est la phase zygotène. Zygos, ça vient du mot grec, donc couple, et il est caractérisé par la mise en place par un synapsis qui est donc l'appariement. Donc, il est caractérisé par l'appariement des chromosomes homologues. À ce stade, l'intérêt de ces chromosomes homologues se met en avant. Donc, chaque chromosome, par exemple, le chromosome 1, va s'apparier avec le chromosome 1 d'origine paternelle. Donc, l'origine maternelle va le chromosome d'origine maternelle va s'apparier avec le chromosome d'origine paternelle. Et ça va ensemble former donc c'est pas à ce moment-là. Donc, ils vont s'apparier grâce à la mise en place d'un complexe synaptonémal. D'accord? Il y a un complexe synaptonémal qui va se mettre en place à partir de ce stade zygotène. Ensuite, il y a le stade pachytène. Le stade pachytène, ça vient du mot pachy qui veut dire épais. Donc, en dermatologie, on dit pachydermie, ça veut dire une peau qui est épaisse. Donc, le terme pachy veut dire épais et c'est caractérisé par l'existence de ce qu'on appelle des bivalents, ça veut dire les 2 chromosomes homologues qui sont appariés, ou bien des tétrades. Les tétrades relatives aux chromatides sœurs de chaque chromosome homologue. Donc, ça forme 4 chromatides par paire. Donc, seule la paire XY qui va faire exception à cette règle de bivalent tétrade, puisqu'on a des 2 chromosomes qui sont différents l'un à l'autre. Donc, vous comprenez bien que ça va être difficile de former donc ces tétrades-là. Enfin, donc, vous avez le stade diplocène. Diplos, ça veut dire double. Et il est caractérisé par le début de séparation des chromosomes homologues. On parle de désappariement ou bien de désynapsis. Et ces désappariements, ils commencent au niveau des centromères. Donc, les centromères, ce seront les premiers à être désappareillés. Et ils vont rester, les 2 chromosomes homologues vont rester appariés au niveau de ce qu'on appelle des points de contact ou bien les chiasmata. On dit un chiasma, des chiasmata. Donc, c'est à ce stade-là que les chromosomes, que les ovocytes 1 seront bloqués. Donc, les chromosomes des cellules ovocytaires vont être bloqués à ce stade diplocène pendant, donc, je vous ai dit, 12 à 50 ans. Le stade métaphase 1, ensuite, c'est la phase qui est caractérisée par le regroupement des chromosomes sur la plaque équatoriale. Mais ce regroupement ne va pas se faire par les centromères comme on l'avait vu pour les chromosomes au cours de la mitose, mais ce regroupement va se faire par les chiasmata. Donc, ce sont les chiasmata qui vont s'aligner sur la plaque équatoriale.
et les centromères, quant à eux, vont être disposés à équidistance par rapport à cette ligne virtuelle correspondant à la plaque équatoriale. Une chose aussi importante à en parler, c'est que pendant la mitose, les kinétochores, ils sont disposés, on dit, dos à dos. Ça veut dire, si vous vous rappelez bien de l'image de tout à l'heure, des kinétochores, un kinétochore, il est au dos de l'autre. Alors que dans les chromosomes, au cours de la métaphase 1, les kinétochores, ils sont, on appelle côte à côte. Ce qui va permettre aux filaments des microtubules kinétochoriens de s'attacher aux deux kinétochores à la fois, d'accord, les deux kinétochores de chaque chromatide sœur, et il va tirer vers un pôle de la cellule. La même chose pour l'autre. Donc, cette disposition, elle est intéressante parce que ça explique pourquoi il y a la séparation des deux chromosomes homologues. Il n'y a pas de clivage des chromatides sœurs. D'accord? On passe ensuite à l'anaphase 1. Donc, pendant l'anaphase 1, donc il y a eu cet échange, il y a eu ces chiasmata, et donc il y a eu un mélange allélique entre les chromosomes homologues, et ensuite il y aura la migration de ces chromosomes. Chaque chromosome va migrer vers un pôle de la cellule, à proximité du pôle, à proximité du centrosome. Sur le plan nucléaire, en fait, cette télophase va pas montrer de particularité par rapport à la mitose classique. On assistera toujours à une décondensation des chromosomes et réapparition de l'enveloppe nucléaire et du nucléole. Donc, on va obtenir 2 cellules pour chacune. Et ça, et chacune va avoir 23 chromosomes dans chaque cellule. Et chaque chromosome va contenir 2 chromatides. Cette division, on l'appelle la division cytocellulaire. Elle est dite, donc la cytokinèse, elle est dite asymétrique pour les cellules ovocytaires. Donc, vous voyez une cellule qui est grande et une cellule qui est toute petite, mais avec le même contenu génétique. Par contre, la division chez l'homme, on l'appelle, elle est incomplète parce qu'il va persister des ponts cytoplasmiques qui vont réunir une cellule à l'autre. Donc, il n'y aura pas de séparation complète. Ensuite, vous avez l'interphase qui est une interphase qui est très courte. En fait, cette interphase n'est pas nécessaire puisque la méiose n'est pas, cette deuxième division n'a pas besoin d'être précédée par la réplication de l'ADN. Donc, la réplication, elle a été juste au début, avant la première division, qui est la division réductionnée. Donc, pour la division équationnelle, on n'a pas besoin bien sûr, de répliquer l'ADN. Pardon. C'est une mitose normale, mais intéressant des cellules qui sont donc qui ont déjà subi la première division et donc qui comportent un nombre haploïde de chromosomes. La prophase 2, donc, elle est courte de quelques heures par rapport à la prophase 1 qui est très très longue. Et la métaphase 2, les chromosomes sont solidaires au fuseau et donc elles seront alignées par leur centromère cette fois-ci. Donc remarquez que pendant la métaphase 2, les chromosomes sont alignés sur la plaque équatoriale par leur centromère. Et ensuite, comme une mitose normale, les chromatides sœurs seront séparées les unes des autres grâce au clivage de leur centromère. Voilà, donc chacune des 2 mitoses de la méiose comporte la formation d'un fuseau mitotique, donc comme pour une mitose classique, et qui va disparaître par dépolymérisation de ces tubules à la fin de l'anaphase. Donc les télophases 1 et 2 donc, sont suivies chacune de cytokinèse. On a dit tout à l'heure qu'elle est incomplète pour les cellules germinales masculines et qu'elles sont asymétriques pour l'ovogénèse, qu'on appelle aussi inégale. On passe à quelques aspects moléculaires de la méiose et on va commencer par le complexe synaptonémal.
Donc, c'est ce complexe synaptonémal qui va permettre d'apparier les chromosomes homologues. Donc, remarquez, je vais revenir un peu en arrière. Quand on a vu morphologiquement ces chromosomes, on a mis en évidence l'appariement, le début d'appariement des chromosomes pendant la phase zygotelle et un appariement complet pendant le stade pachytène. Et ensuite, il y aura une séparation des deux chromosomes homologues pendant la phase diplotène. Ils seront reliés par les chiasmates. L'appariement se fait grâce à la mise en place d'un complexe qu'on appelle donc le complexe synaptonémal. Donc, c'est ce complexe synaptonémal-là qui a permis donc l'appariement des chromosomes homologues. Et en fait, c'est quoi ce complexe synaptonémal qui va se mettre en place? Et comme vous le voyez ici dans le stade pachytène, ce complexe synaptonémal, il va intéresser donc l'ensemble des deux, il va apparier les deux chromosomes homologues à la manière d'une fermeture éclair. D'accord? Il va la fermer donc à la manière d'une fermeture éclair. Et donc, de quoi est-ce qu'il est formé ce complexe synaptonémal? Comme vous le voyez ici, c'est un complexe protéique qui est formé d'un élément central et de deux éléments latéraux. Donc, les éléments latéraux, c'est ce que vous voyez ici en bleu et en vert. Et vous avez l'élément central. Donc, un élément central, deux éléments latéraux. L'élément central, quand vous le voyez en microscopie électronique, il mesure donc il va séparer les deux éléments latéraux avec une distance de 100 nanomètres à peu près. Voilà comment il se met en place dans le temps. Donc, au stade zygotèle, c'est le début de sa mise en place. La mise en place, au fait, de l'élément central. Parce que l'élément latéral, il est déjà mis en place pendant le stade leptotène. Donc, l'élément latéral, il réunit les deux chromatides sœurs d'un chromosome homologue, mais l'élément central, il réunit les deux éléments latéraux de chacun des deux chromosomes homologues. Donc, l'appariement, il se fait principalement donc, grâce à cet élément central. Et puis, au stade pachytène, l'ensemble des deux chromosomes homologues seront appariés point par point. Donc, c'est un appariement qui doit être le plus précis possible. Il ne doit pas y avoir de décalage. Donc, chaque locus devant le locus correspondant, parce que c'est grâce à ce complexe synaptonémal qu'on pourra avoir des échanges qui vont se faire entre les chromosomes. Et donc, le brassage intrachromosomique. Madame? Oui? Est-ce que pour la paire XY, est-ce qu'elle ne passe pas par le stade pachytène? Très bien. Donc, bien sûr, le stade, il est là, le pachytène, parce qu'il va être épaisse. Elle va être réduite. Mais le complexe synaptonémal, il y aura aussi, mais dans une région réduite qu'on appelle une région pseudo-autosomale. Donc, l'appariement et la mise en place de ce complexe va se faire à ce niveau-là. Vous voyez? Oui. C'est la région pseudo-autosomale parce que ça doit être dans des régions qui sont homologues, doivent comporter des mêmes locus de gènes. D'accord? Oui, d'accord, merci. Pour permettre ces échanges-là et ces chiasmes. Donc, ce complexe synaptonémal, comme j'ai dit, il est formé donc de deux éléments latéraux et un élément central. Et les protéines qui rentrent en jeu, pour l'élément central, c'est la protéine SICP1, et pour les deux éléments latéraux, c'est les protéines SICP2 et SICP3. Donc, il faut prendre note de ces différentes des différents constituants protéiques qui rentrent dans la constitution de complexe synaptonémal, d'accord, et qui est responsable de l'appariement parfait des chromosomes homologues. Donc, je passe au chiasma. Donc, c'est un phénomène que vous avez vu. Donc, on a au stade diplotène, on assiste à la formation de chiasma, à des enjambements. Et ces chiasmas, ils sont dus à des phénomènes cytologiques de ce qu'on appelle les crossing over. Madame? Oui? Est-ce que vous pouvez répéter les protéines qui entrent en jeu? Oui, et donc l'élément central, il est formé principalement par la protéine SICP1, SIC comme synaptonémal, donc SYC
P1. Et pour les deux éléments latéraux, ils sont formés majoritairement par les protéines SIC-P2 et SIC-P3. D'accord, merci. C'est moi. Donc, vous avez donc le deuxième événement moléculaire, c'est ces crossing over et les recombinaisons méiotiques. Donc, au cours ces crossing over, en fait, ils désignent des échanges réciproques de fragments d'ADN entre les chromosomes homologues. D'accord? Donc, ils vont comporter les mêmes locus de gènes, mais ils seront donc pas forcément les mêmes allèles. D'accord? C'est en fonction de contenu allélique. Donc, ils résultent d'une production. Ces échanges, en fait, ils résultent il y arrive des cassures sur un ou bien sur les deux chromosomes. Donc là, c'est juste pour simplifier les choses. On peut assister à des cassures de la molécule d'ADN. Et pour qu'il y ait réparation de cette cassure, le brin qui est cassé va prendre comme matrice pour sa réparation le chromosome homologue. Et par des mécanismes encore un peu plus complexes, donc il y aura donc des échanges qui vont se faire entre les deux chromosomes homologues. Donc, mais le primo movens, c'est la cassure de la molécule d'ADN qui va permettre l'accès et la recombinaison et par la suite donc les échanges de fragments d'ADN entre les deux chromosomes. En fait, ces crossing over ne sont rien que, donc moléculairement parlant, ce sont des crossing over, mais morphologiquement parlant, ce qu'on observe nous en microscopie électronique, ce sont donc ces pièces. Vous imaginez que on peut bien sûr avoir des crossing over, des déplacements entre les deux chromatides sœurs, d'accord? Les deux chromatides sœurs d'un même chromosome. Mais est-ce que ça va avoir des conséquences génétiques? Non, parce qu'ils ont le même contenu allélique. Très bien, donc ils ont le même contenu. Une chromatide, elle est obtenue par la réplication à partir d'une deuxième chromatide. Donc, c'est le même contenu génétique, c'est les mêmes allèles. Mais ça va avoir des conséquences génétiques si le contenu allélique il est différent. Donc, si ça va se faire entre les deux chromosomes homologues de père et de mère, et bien sûr, s'ils ne sont pas donc une grande consanguinité, on va avoir des changements, des échanges. Souvent, donc, on aura des échanges. Mais il faut garder en tête qu'on peut avoir, bien sûr, ces échanges entre deux chromatides sœurs. Les crossing over, on peut les voir aussi entre deux chromatides sœurs. Comme vous les voyez ici, c'est schématique, mais on peut avoir aussi des croisements entre les chromatides sœurs. Mais les conséquences génétiques, elles vont se faire s'il y a, donc, bien sûr, des croisements entre deux chromatides qui ne sont pas sœurs, sur deux chromosomes homologues. Donc, je reviens vers ma diapo sexuels. Donc, les chromosomes sexuels s'apparient sur toute leur longueur lorsque, bien sûr, on a le XX. Mais quand on a un X et Y qui sont donc dans leur majorité hétérologues, ça veut dire ils ont des gènes différents, il y aura pas un appariement sur toute la longueur, mais il y aura un appariement sur une petite région qu'on appelle la région pseudo-autosomique. D'accord? Et il faut savoir que pour avoir un brassage chromosomique et après une ségrégation normale, il faut qu'il y ait au moins un crossing over par paire chromosomique, par paire de chromosomes homologues. Donc, dans n'importe quelle paire de chromosomes homologues, on ne peut pas avoir une méiose normale si on n'a pas un chromosome, si on n'a pas au moins un crossing over. Donc, pourquoi, madame? C'est une notion importante, oui. Pourquoi on peut pas avoir de méiose normale s'il n'y a pas de crossing over? Vous imaginez que vous n'avez pas de crossing over, par exemple, sur ce couple de chromosomes. Donc, lorsque les microtubules kinetochoriens vont venir, ils peuvent, par exemple, prendre les deux chromosomes, ils vont s'attacher à ce chromosome bleu et à ce chromosome rose, ils vont les tirer vers une seule cellule, vers un seul pôle.
D'accord? Donc, on aura une cellule avec XY et l'autre avec 0X, 0Y. Et s'il y a une fécondation, donc c'est une méiose anormale, déjà, n'est-ce pas? Oui. Et s'il y a une fécondation, on aura un œuf qui est sans X, sans Y, et un œuf qui est avec X et Y. Donc, s'il y a une fécondation avec un X, donc on aura une cellule et un individu qui est X, X, Y. Qu'est-ce que ça va donner comme phénotype? Un syndrome de Klinefelter. Par exemple, là, je donne un exemple. Et si ça va féconder l'œuf avec 0X, 0Y, si on a un chromosome X, un spermatozoïde X, donc ça va donner un 45X. C'est un syndrome de Turner. Donc c'est important pour la ségrégation. Cet appariement, c'est lui qui va nous permettre de donner, voilà, ça c'est une paire. Donc il faut la séparer. Mais si on n'a pas de paire, on ne sait pas. Donc on peut la passer de ce côté, on va passer les deux ensemble, d'accord? Parce que pour la cellule, ce n'est pas une paire, donc elle ne doit pas la séparer. Vous avez compris? C'est pour une Oui, bonne donc le classement, il met en évidence que c'est une paire. Pardon? Répétez votre question. Le chiasma met en évidence que les deux chromosomes sont pairs. Tout à fait. Déjà, ils sont apparus. Et le chiasma permet les échanges génétiques, les échanges de bouts de gènes, d'accord? Les chiasmas permettent donc le brassage et permettent la ségrégation, la bonne ségrégation. D'accord? Oui, j'avais une question, je crois. Oui, madame. La partie représentée par la couleur jaune, c'est chiasma. Non, non. Qui peut répondre? Le chiasma, c'est le point. Non, c'est la partie où les deux chromosomes sont de même... comportent les mêmes gènes. Donc, oui, on appelle la région oui. pseudo-autosomique. Et c'est sur cette région que des chiasmas peuvent se faire. Vous avez compris? Que des crossings ovaires peuvent se faire. Donc, j'ai dit qu'il faut au moins un Pour assurer le crossing ovaire. Oui. Ouais, d'accord? J'arrive pas à passer ma diapo. Oui. Donc, je crois que je vais laisser ça pour la séance prochaine, les conséquences génétiques de la méiose, pour vous réviser un peu plus. Et la séance prochaine, on va aborder les acides nucléiques. Donc, révisez bien les acides nucléiques, leur morphologie, comme ça va être simple et vous pouvez poser des questions plus avancées. D'accord? Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Au revoir. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Merci, madame. Au revoir.